Vous connaissez sûrement l'armure de plaques articulées, surreprésentée dans les œuvres mettant en scène des soldats romains, parfois même de manière anachronique, mais là n'est pas le sujet. Vous connaissez sans doute aussi la cotte de maille, invention celtique qui a su traverser les siècles, tout en évoluant bien sûr, mais surtout car c'est du génie, enfin bref, je m'égare. Savez-vous qu'il existe un troisième type d'armure utilisé par l'armée romaine? Non, je ne parle pas de l'armure dite musculata car trop peu répandue, mais de l'armure d'écaille. Cela ne vous dit rien? Si c'est le cas, ou si vous voulez en savoir plus, nous allons voir tout cela dans les minutes qui viennent. Installez-vous confortablement et rendez-vous au premier chapitre, le nom. Alors de nos jours, nous utilisons le terme d'armure d'écaille, ce qui décrit plutôt bien cet objet, car pas besoin de chercher des noms incompréhensibles pour faire genre, nous ne sommes pas des chimistes. Vous ne trouvez pas ça rigolo? Non, en effet, ce n'est pas très rigolo, non. Susceptibles ces gens. D'après une description de Tacite, nous pouvons supposer que les cuirasses à écailles étaient nommées dans l'Antiquité d'après le matériau dans lequel elles étaient fabriquées. Selon Tacite, les écailles ou fines plaques, les deux traductions sont possibles, de fer, ferrae laminae, et les écailles de bronze, aerae laminae. On peut aussi entendre le terme squamata, du latin squama qui veut tout simplement dire écaille, ce qui décrit plutôt bien cette armure et revient donc à notre dénomination moderne. Tu confirmes Tacite? Dans les textes antiques, nous n'avons aucune mention très claire sur le nom de cette armure. L'Aurica squamata est une construction moderne d'après des termes latins, bien qu'elle semble avoir été décrite ainsi, comme le montre le texte de Tacite. Bon, pour des raisons pratiques, nous utiliserons le terme armure d'écaille pour la suite de la vidéo. Après le petit point sur le nom, qui n'est certes pas le plus passionnant, on va pouvoir passer aux origines. D'où elle vient cette armure? Ce n'est sûrement pas une invention romaine comme d'habitude, vous allez me dire, comme la cotte de maille, l'épée courte, le casque en fer, le poignard, le bouclier... Eh bien oui, ce n'est pas une invention romaine, grande surprise hein. Originaire du Moyen-Orient, où elle est connue depuis au moins le XVIIe siècle avant Jésus-Christ, elle s'est progressivement diffusée à toute la Méditerranée orientale, jusque dans le monde grec, grâce au contact avec l'Orient. Une armure quasiment complète fut retrouvée dans l'ancienne cité grecque d'Idalion à Chypre, elle est datée du VIe siècle avant Jésus-Christ. Visiblement peu utilisée dans la Grèce antique, ce qui est confirmé par la rareté des découvertes archéologiques et les représentations peintes, on le voit surtout des armures nommées linothorax, composées à votre grand étonnement de lin. La cuirasse à écailles a dû néanmoins arriver en Italie par l'intermédiaire de la Grèce. Ces armures ressemblaient à des linothorax justement, mais elles étaient composées d'écailles. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, on connaît par exemple beaucoup plus d'exemples de cuirasses à écailles en Crimée qu'en Grèce. On connaît d'ailleurs un bel exemple d'armure à écailles scythe retrouvé à Gladkovščina. Qu'en est-il du côté de nos Romains? Pour commencer, aucun exemple d'armure d'écailles attribuable aux Romains n'a encore été retrouvé pour la période républicaine. Il n'existe pas non plus de représentation de soldats romains la portant. Un artefact est souvent avancé comme une preuve de l'utilisation de ce type d'armure par l'armée romaine. C'est un artefact qui proviendrait du lac Trasimène en Italie. Le problème, c'est que l'objet daterait du XXe siècle et non du IIe siècle avant Jésus-Christ, et il est considéré comme un faux par la communauté scientifique. Elle est sans doute introduite dans l'armée romaine par les auxiliaires orientaux au cours du 1er siècle de notre ère. Les contacts intensifiés avec les technologies des Parthes dans le cadre des combats au Proche et au Moyen-Orient, comme en Judée et en Syrie, et ceux avec les Sarmates et les Thraces de l'est du bassin danubien. Ces derniers, après leur intégration dans l'Empire romain vers 46 après Jésus-Christ, fournissent de nombreuses unités de cavalerie auxiliaire sur le limès moyen et supérieur du Danube, notamment dans le fort auxiliaire de Carnuntum. Cela a donc permis à ce type d'armure de se répandre dans les rangs romains. En Occident, les trouvailles archéologiques comme les représentations figurées nous en donnent de nombreux exemples datables du 1er au 4e siècle après Jésus-Christ. Pour les exemples de l'époque qui nous intéresse, à savoir le 1er siècle après Jésus-Christ, nous en avons à Mayence, Pompéi et Auxte, par exemple. L'armure d'écaille est probablement restée réservée aux officiers jusqu'à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Ensuite, elle s'est rapidement imposée dans l'équipement de l'infanterie et surtout de la cavalerie au 2e siècle après Jésus-Christ. On en voit notamment sur le Tropeum Traiani en Roumanie daté du début du 2e siècle après Jésus-Christ. Bien que moins fréquente que la cotte de maille au 1er siècle après Jésus-Christ, elle semble portée par toutes les unités, légionnaires comme auxiliaires et aussi par la cavalerie. La stèle du soldat Vonatorix nous montre cela. Une des causes de sa longévité, car on le rappelle elle est utilisée en Orient depuis le XVIIe siècle avant Jésus-Christ, selon Henry Russell Robinson, c'est probablement sa facilité d'exécution, voire de réparation.
Constituée d'éléments métalliques cousus entre eux et fixés sur un support textile ou de cuir, la cuirasse à écailles offre une bonne protection pour un temps de fabrication acceptable. Il y a moins d'éléments que pour une cotte de maille, et c'est dizaines de milliers d'anneaux. Elle garantit souplesse de mouvement à celui qui la porte et, convenablement entretenue, brille à la parade comme la peau d'un serpent ou d'un poisson. En cas de casse, l'avantage d'un tel système d'armure est qu'il nécessite peu de pièces pour être réparé et que cela peut être fait assez rapidement, à moindre coût et facilement. Rien de plus simple pour un artisan que de découper dans une tôle mince les pièces pour les fabriquer. Les écailles sont disposées comme les tuiles d'un toit, reliées entre elles par de petits anneaux métalliques. Au début du siècle, l'archéologue autrichien von Gröller a pu définir 36 modèles d'écailles à partir des seules fouilles de Carnuntum. Les plusieurs paires de trous sont destinés au montage. On en connaît avec des décors, il y a quelques rares exemples d'écailles ornées d'un motif estampé. Les écailles ont d'abord été montées en ligne à l'aide de fragments de fil de bronze repliés vers l'arrière, passés dans les paires de trous latéraux. Chaque rangée a ensuite été fixée sur le support à l'aide de points, maintenant chaque écaille bien en place. Cette méthode ingénieuse, demandant peu de qualification, permet de fabriquer assez rapidement une cuirasse tout en facilitant les réparations éventuelles. Voilà, maintenant vous savez fabriquer une armure d'écailles, à vous de jouer. Vous avez des écailles, du fil de bronze, du fil, allez-y, je vous regarde. D'autres méthodes ont dû exister, comme le montre la disposition différente des trous de fixation selon les trouvailles. La forme générale de ces cuirasses ne nous est connue que par les reliefs. De nombreuses stèles nous montrent des porte-enseignes en cuirasse à écailles, notamment l'aquilifère Lucius Sertorius Firmus de la Légion 9 Claudia Pia Fideis. Quelques métropes du monument d'Adam Clissi montrent également des soldats en armure d'écailles. Au 1er siècle après Jésus-Christ, en dehors de la cavalerie et de Firmus, la plupart des stèles funéraires sur lesquelles cette cuirasse apparaît ont été érigées pour des centurions, comme par exemple Quintus Sertorius Festus. Une variante, attestée à Nimègue, Oudorp et Augsbourg, a combiné la cotte de maille avec une fine couverture de minuscules écailles. Car pourquoi ne pas avoir deux armures? Mais qui oserait aujourd'hui, hein? Qui ose? Tu oses, toi? Personne n'ose. On peut donc se demander si en ce qui concerne les fantassins, la cuirasse à écailles n'était pas considérée comme une protection moins efficace ou pratique que les autres types d'armures. Par contre, nous avons un petit problème, on ignore tout, mais alors tout, du mode de fermeture de ces armures. Constituée d'éléments métalliques, solidement fixés sur un support, la cuirasse à écailles a nécessairement été ajustée près du corps et doit avoir comporté une ouverture refermée par un système de lacets ou d'agrafes. Les spécialistes hésitent entre une ouverture dorsale qui nécessiterait l'aide d'un assistant et une fente sous l'épaule gauche plus vraisemblable. Les stèles funéraires, où elle apparaît, et un relief comme celui de Calidus Severus de Carnuntum confirment que la cuirasse à écailles n'a jamais comporté les épaulières agrafées par une attache en forme de S, comme les cottes de maille. Elles ont dû être fixées à l'aide d'un système de lacets, et les épaulières sont en général plus petites que ce que l'on peut voir sur les cottes de maille. Les écailles peuvent être en fer ou en alliage cuivreux qui peuvent elles-mêmes être étamées ou argentées. On a même retrouvé des bandes d'écailles alternativement étamées et en bronze nu pour donner un effet décoratif comme sur cet exemple du British Museum, car elles étaient coquées ces soldats. Cette armure, plus rigide qu'une cotte de maille, offre plus de protection face aux coups d'estoc, soit les coups portés avec la pointe de l'arme, mais elle garde une certaine souplesse, donc des blessures plus ou moins graves sont néanmoins possibles. Bon, évidemment, hors tir d'artillerie, peu de chances de la transpercer, nous ne sommes pas au cinéma. Une armure, ça protège vraiment. Pour les coups portés avec le tranchant, comme pour la cotte de maille, l'efficacité est totale. Il resterait bien des choses à en dire, mais voilà pour l'essentiel. Bien évidemment, l'archéologie pourra nous révéler d'autres secrets, ce qui a été dit n'est pas figé dans le temps. Quoi qu'il en soit, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter et à partager.